Aujourd'hui, on va parler de microservices ou bien on va faire une présentation de l'article Microservice Approach for the Internet of Things. Alors, on a mené aujourd'hui le contexte, la contribution, la validation, une analyse critique, une petite conclusion et les références qu'on a utilisées. Alors, pour le contexte, selon une étude de Cisco, ils disent qu'il y a à peu près, ça c'est en 2016, ils disent qu'il y a à peu près 50 milliards d'appareils connectés. Ces objets connectés, ils sont nombreux, de différentes marques, fournisseurs, et c'est là où il y a cette complexité de gérer, c'est-à-dire un nombre élevé d'objets qui sont connectés et un nombre vraiment très élevé et ils sont hétérogènes, ça veut dire qu'ils ne sont pas identiques. Alors actuellement, on a un besoin qui est, ou bien une question qui se pose, et de savoir comment ces appareils ou bien ces choses, objets, pourront interagir pour créer une valeur pour un utilisateur. On a la télévision, le haut-parleur et autres. Comment on va essayer de s'organiser pour créer une application qui va donner de la valeur à l'utilisateur. Alors, la question qu'on a posée, comment ils vont interagir, ça commence, c'est-à-dire, comme on dit, from scratch, c'est-à-dire, quelle est l'approche qu'on peut mettre en place pour faciliter la communication d'une façon efficace. C'est ça, en gérant la complexité, c'est-à-dire des centaines des objets qu'on a. Nous avons besoin d'une approche qui peut gérer la complexité d'une manière qui permet aux applications de travailler d'une façon indépendante. Par exemple, si un service tombe, c'est-à-dire la télévision ne fonctionne pas dans une maison intelligente, les autres services ils vont continuer à fonctionner. J'essaie de banaliser les choses pour juste faciliter la compréhension. Ce qui fait il faut penser vraiment à une architecture qui va, ou bien à une approche qui va répondre à ce besoin-là. Les approches qu'on a, c'est déjà, on a le monolithique, c'est une application, c'est-à-dire une seule application, mais on ne va pas utiliser celui-là parce qu'on a montré qu'il y a des limitations au niveau de la maintenabilité et l'évolutivité aussi. Une application, si on a un problème ou un bug en prod, on ne va pas aller dans des centaines de milliers de lignes. Ou bien si on veut faire des tests de non-régression, c'est vraiment pas facile et ça ne répond pas aux besoins. Il y a d'autres études qui ont démontré, c'est-à-dire je ne dirais pas la faiblesse, mais ce n'est pas le meilleur approche qu'on peut avoir. Après, aussi, dans le contexte, cet article-là a été rédigé en 2016. SOA, c'était à l'époque l'un des plus utilisés. Mais il y avait aussi des remarques, ou plutôt les gens, ils ont pensé que quoi, ce n'est pas la meilleure approche qu'on peut avoir, parce qu'il y a des difficultés de la mise en échelle, scaling, si on veut acheter des services ou monter rapidement des services. Aussi, manque d'interopérabilité, parce que c'est vraiment centralisé, et nous, avec des objets, on a des objets qui sont hétérogènes, ce qui fait que ça ne répond pas vraiment aux besoins. Et après aussi, il y a tout ce qui est intermédiaire, l'ESP, le Enterprise Service Bus, ce qui fait il y a la centralisation. Après, on a aussi les microservices. Les microservices, ils facilitent la mise en échelle, c'est-à-dire le scaling. On peut facilement, avec le cloud et c'est-à-dire l'évolution technologique au niveau matériel et aussi au niveau logiciel, on peut monter rapidement des applications. Et aussi, il n'y a pas de centralisation, il n'y a pas de service bus, il n'y a pas d'intermédiaire au milieu. Il y a, mais ce n'est pas trop existant comme au niveau de SOA. L'interopérabilité entre plusieurs services aussi, on peut avoir un microservice en Java, un autre langage et tout ça, et le tout fonctionne bien. Alors, ils ont dit pourquoi pas essayer, c'est-à-dire les microservices. Ici aussi, ils ont mis cette représentation-là. On a une application monolithique en haut. Elle est constituée d'un front, business et back-end, les trois parties. On a utilisé, c'est-à-dire l'approche microservice, et on a une application qui est divisée en plusieurs sous-petits modules ou bien services qui fonctionnent tous ensemble et qui donnent de la valeur à l'utilisateur. Au niveau de l'SOA aussi, il y avait des sensors, acteurs, algorithmes et des espaces de stockage. On a utilisé le SOA et ça nous a donné aussi la même chose, une application avec plusieurs services. Ce qui fait qu'il y a comme une ressemblance au niveau des objectifs.
va vers le même objectif. Alors, pourquoi ne pas vérifier au niveau des microservices, la partie grise en haut? On a des bonnes pratiques et ça a été prouvé, ça avance tellement vite. Pourquoi ne pas vérifier si on peut appliquer la même chose en bas et arriver au même niveau? Et comme on dit, il y a beaucoup d'objectifs similaires entre les microservices et l'IoT. C'est la communication légère, par exemple le MQ, comme dit mon collègue tout à l'heure, les MQ et tout ça, la communication est vraiment légère. Déploiement indépendant, on peut le déployer d'une façon indépendante et une gestion centralisée limitée, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment d'éléments intermédiaires entre les services. Et le développement qui est indépendant, comme on a dit, on peut avoir des microservices en Java, autres en notre langage, et ils peuvent communiquer avec eux, entre eux correctement sans aucun problème. Je passe la main à mon collègue pour parler de la partie validation. D'accord, merci. Depuis les débuts de l'IoT, le choix de l'architecture orientée service s'est fait naturellement, vu son caractère distribué et homogène. Étant donné que les services web demeuraient lourds pour les composants de l'IoT, il a fallu mettre en place des protocoles tels que le CAOP, Constrained Application Protocol, et le DPWS, Device Profile for Web Service, pour adapter cette architecture à l'IoT. Cependant, la question de l'interopérabilité se posait. La première solution fut de créer des frameworks pour limiter le choix des technologies de développement des services. Mais avec le nombre élevé de frameworks et des paradigmes différents, ce problème persistait. Ensuite, la deuxième solution a été la création d'écosystèmes qui définissaient les services à implémenter et les interfaces à définir. Sauf que là encore, l'interopérabilité n'était possible qu'entre les services d'un même écosystème. Next. OK, donc, concernant l'architecture microservice, on a dit que c'est une architecture qui est nouvelle que de nom, en fait, mais la philosophie existe depuis bien longtemps parce que cette architecture a émergé des bonnes pratiques de génie logiciel. Et comme Sam Newman l'a dit dans son livre Building Microservices, il a énuméré les principales pratiques qui ont permis de mettre en place l'architecture microservice, à savoir le Domain Driven Design, la livraison continue, l'architecture hexagonale, aussi appelée modèle de port et adaptateur, la communication machine à machine et la virtualisation. Les principaux facteurs du succès des microservices dans les grandes entreprises comme Amazon ou Airbnb sont l'évolutivité, la facilité de développement, de mise à l'échelle et de déploiement. Next. C'est fait. Ah bon? OK, voilà. Donc, bien que d'origine différente, comme mon collègue vient de nous montrer dans une slide précédente, on voit que les microservices et les services de l'architecture orientée service ont quand même les mêmes objectifs, qui sont la distribution, l'homogénéité et l'interopérabilité. Donc, ainsi, l'auteur a voulu faire une étude comparative de ces deux architectures afin d'expliquer comment mettre en œuvre les meilleures pratiques des microservices au service de l'architecture orientée service pour l'améliorer. Ainsi, cette comparaison s'est faite sur 5 points qui sont l'autonomie, la surveillance et la prévention de panne en cascade, la chorégraphie et l'orchestration, la virtualisation et la gestion des différentes versions. Next. OK. Donc, pour valider sa contribution selon laquelle on peut adapter les bonnes pratiques de l'architecture microservice à l'architecture orientée service, l'auteur procède à la comparaison de ces deux architectures sur les points fondamentaux qui sont là. Concernant l'autonomie, il a dit qu'on peut rendre un service autonome en lui intégrant en son sein un back-end et un front-end comme les microservices pour lui conférer par exemple un affichage indépendant dans une interface web. Parlant de la surveillance et de la prévention des pannes en cascade, il a dit comme pour les microservices, on peut intégrer au service des interfaces qui permettent d'afficher l'état de fonctionnement des services afin d'éviter des services sur des appels et afin d'éviter des appels sur des services défectueux. Il serait aussi important, a-t-il dit, que les développeurs des services s'entendent sur des formats de journalisation universels afin de fournir des rapports, je peux dire des rapports de tous les systèmes et de tous les services ensemble en fait. Concernant la chorégraphie et l'orchestration, il a dit qu'on peut mettre en place la chorégraphie comme pour les microservices dans les services du SOA en utilisant le protocole MQTT
qui est un protocole basé sur Publisher-Subscriber, un peu comme les événements, qui est assez semblable à HTTP, qui est le protocole de base des services du SOA. Ensuite, concernant la virtualisation, étant donné que les composants de l'IoT sont assez contraints pour faire tourner les logiciels de virtualisation, comme Docker par exemple, on peut utiliser des implémentations telles que OSGI qui permettent d'installer des services similaires à ceux de la virtualisation dans les composants des microservices. Et le dernier point, concernant la gestion des différentes versions, ce n'est pas encore possible, en tout cas quand il écrivait son article, dans les services SOA, mais ça serait possible de mettre en place la gestion des différentes versions en mettant en place la virtualisation des services. Ici, on a un petit résumé des comparaisons. Par exemple, on voit ici les protocoles, par exemple. Ici, les microservices utilisent HTTP. Dans les CPS de l'IoT, on peut utiliser le MQTT, par exemple, pour avoir une architecture basée sur les événements. Aussi, on a le CAOP et le DPWS qui ont permis aux microservices d'être adaptés aux composants des microservices. Voilà, c'est un peu ce que j'avais mis. Donc, Bader, à toi. Merci. Une petite conclusion, ou bien ce qu'on peut retenir de cet article-là, c'est les objectifs architecturaux des microservices et de l'IoT, ils sont assez similaires. Ils vont vers la même direction. Ils n'ont pas la même source, ça veut dire on avait des applications monolithiques et après on est parti vers les microservices, c'est-à-dire diviser le monolithique. Mais l'IoT, on a déjà, c'est-à-dire des objets qui sont séparés et ils vont vers la même destination ou bien le même objectif architectural. Les meilleures pratiques et modèles de l'approche microservice font déjà partie partiellement parce qu'on a déjà utilisé c'est-à-dire le SOA dans l'IoT et les microservices, c'est comme une évolution ou bien une amélioration de l'approche SOA, ce qui fait que on est parti de l'SOA pour arriver au microservice partiellement, ce qui fait qu'on intègre déjà pas mal de choses au niveau de l'IoT. Les meilleures pratiques et modèles des microservices ne sont pas exploités pleinement en IoT actuellement. Par exemple, la chorégraphie connue mais non adaptée, on préfère l'orchestration. J'ai laissé le terme exact, Operation System Level Virtualization, non adopté. Il parle en 2016, ce qui fait il se peut que les choses ont changé, mais ils disent que ce n'est pas adapté et on ne profite pas de ce potentiel-là pour l'exploiter au niveau de l'IoT. Ça va nous permettre d'avoir un meilleur rendement et un bon fonctionnement. Alors, au niveau de l'analyse critique, les points positifs qu'on a trouvés au niveau de cet article-là, premièrement, au niveau de la forme, on a vu que les mots clés sont bien choisis et représentatifs. Le résumé et la conclusion sont assez clairs, détaillés et bien faits. Et ils couvrent tout l'article, ce qui fait une personne qui va juste lire l'abstract, il va vraiment savoir qu'est-ce qu'il va trouver exactement. Et c'est une étude bien structurée, elle était bien, c'est-à-dire les parties ont été bien divisées et bien structurées. Au niveau de la qualité, on a remarqué aussi que c'est pertinent, il y a beaucoup d'éléments qui sont pertinents, qui ont aidé au niveau de l'analyse de cette étude-là. Il y a aussi l'originalité, c'est une démarche qui est classique, originale au niveau de l'analyse. Et le plan de l'article aussi, c'est un plan qui est précis, logique et détaillé. Par exemple, dans chaque partie, lorsqu'on fait la validation, on voit qu'il y a une séparation. La première partie, c'est pour, par exemple, les microservices. On parle des microservices et c'est bien clair. Après, on passe à l'IoT et on commence à parler. Et à la fin, on fait une petite conclusion. Ça a été bien fait et on peut se dire bien se situer dans chaque partie. Les principaux concepts théoriques ont été couverts, c'est-à-dire on donne pas mal d'informations au niveau de cette étude-là, ce qui fait les personnes, ils ont presque toutes les informations au niveau de cette étude-là. C'est rare là où on fait référence à des références externes pour aller vérifier et revenir relire, par exemple, l'étude. Et l'apport théorique de l'étude aussi, j'ai vu qu'à la fin, on sort avec un bagage théorique qui est assez bien.
Ce qui fait, on a vraiment une idée de ce qui se passe. Par exemple, à l'époque, en 2016, on sait qu'est-ce qui se passe et l'orientation et qu'est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire avec les microservices et est-ce qu'on peut les appliquer au niveau de l'IoT. Pour la partie négative, ce qu'on a remarqué, c'est une revue narrative subjective, ce qui fait qu'il y avait vraiment plus l'opinion des auteurs. Et je vais m'expliquer dans les points qui viennent. J'ai vu que l'objectif, c'était trop vague. Au début, on s'annonce, on veut vérifier l'approche microservice et est-ce qu'il s'applique à l'IoT. Je pense que c'est un objectif qui est vraiment vaste, gros, mais à l'intérieur, c'était vraiment limité les points qu'ils ont étudiés. J'ai vu aussi, il n'y avait pas de questions, il n'y a pas d'hypothèse pour aider à la fin, pour voir est-ce qu'on a répondu à des questions, est-ce qu'on a supposé des choses ou autre. Probablement, c'est lié à la nature de l'étude, mais ça peut aider aussi. Aussi, on a remarqué que c'est une étude à haut niveau côté théorique, ce qui fait qu'on ne descend pas vers, c'est-à-dire, le niveau de détail, il est un peu limité. On est vraiment très limité à haut niveau. On parle d'une façon générique, générale, c'est pas détaillé. Les résultats aussi ne sont pas extrapolables et ils sont vagues. Les résultats, c'est-à-dire à la fin, la conclusion des auteurs, c'est comme s'il y avait un travail qui a été fait lors de la validation, mais au niveau de la conclusion, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Ce n'est pas vraiment trop détaillé, ce n'est pas vraiment trop riche. Aussi, il n'y avait aucune indication aux limitations. Est-ce qu'il y avait des limites de cette étude-là? Il n'y avait pas de recommandations ou suggestions, c'est-à-dire lorsqu'on a fait les vérifications ou bien lorsqu'on a fait la validation au niveau de l'article, on n'a pas recommandé des principes, on peut les mettre, ne pas les mettre, ou bien entre parenthèses, il faut appliquer ça, et on peut utiliser ça, mais il se peut que c'est des phrases de ce genre-là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas aussi une indication à l'étape future. Qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? C'est-à-dire, cette étude-là, c'est bien, on a vu l'approche et la comparaison, mais il n'y a pas d'indication comment ils vont l'exploiter ou bien comment on peut utiliser cette étude-là. Et comme dit à la dernière, c'est difficile de trouver une utilisation possible des résultats de l'étude dans la réalité parce que c'est à haut niveau et c'est-à-dire des équipes ou autres, ils vont pas ça va aider pour la compréhension, pour l'apport théorique, mais ce n'est pas vraiment trop détaillé pour aider des équipes. Et aussi, on a remarqué qu'ils ont utilisé des références anciennes. C'est vrai, l'étude, c'était en 2003, mais on utilise des références c'était en 2016, mais on utilise des références de 2003. Et après, il y avait aussi beaucoup de liens Internet dans les références. Je dirais c'est à peu près 40% jusqu'à 50%, ce qui fait c'est un peu beaucoup. Et comme on sait, les liens web c'est un peu dynamique. Il se peut que ça change, il se peut que ça bouge ou autre. Ce qui fait ce n'est pas vraiment des références qui sont solides. C'est ça. Et ça, c'est les références qu'on a utilisées. Merci. Et désolé pour le